Bonjour à tous, bienvenue dans ce Face au lecteur du groupe Nice Matin. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez être interrogé par 5 de nos lecteurs que je vais vous présenter dès à présent. Donc avec nous Frédéric Wagner, agent d'artistes et d'auteurs, Odile Menozzi, présidente de la Maison de l'Europe Côte d'Azur, Pierre Grand, enseignant au lycée hôtelier Jeanne et Paul Augier, Jean-Louis Taylor, retraité et conseiller municipal à Breil-sur-Roya, et enfin Michel Lafoisse, retraité, ancien pilote de ligne et très actif au niveau associatif. Jean-Noël Barrot, ce matin, vous avez tenu un comité de pilotage du sommet de l'océan de Nice, l'UNOC 3. Où en est-on à 2 semaines de l'échéance ? Eh bien, on est prêt à accueillir ici à Nice la plus grande conférence internationale jamais organisée pour la protection de l'océan. Pourquoi c'est important de s'occuper de l'océan ? Eh bien, parce que la moitié de l'oxygène qu'on respire est produit par l'océan, que le quart des espèces vivant sur la planète sont hébergées par l'océan, et qu'au fond, l'océan, c'est le continent dont on s'est jusqu'à présent le moins préoccupé dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, la France, le président de la République, ont décidé de se saisir de cette question et d'accueillir toute la planète à Nice, qui est une grande ville de la Méditerranée, qui est une fenêtre ouverte sur l'océan, pour prendre des engagements résolus et faire en sorte que l'océan, qui est notre meilleur allié dans la lutte contre le dérèglement climatique, puisse être préservé. L'enjeu de ce sommet ? L'enjeu, c'est justement d'amener le plus grand nombre de pays du monde à prendre des engagements fermes. De la même manière qu'il y a 10 ans, la France a obtenu que plus de 190 pays du monde entier prennent des engagements sur leur réduction de gaz à effet de serre. L'accord de Paris. L'accord de Paris, dont on fête les 10 ans cette année. Eh bien, 10 ans plus tard, c'est à nouveau la France qui se saisit de la question de l'océan, dont je le disais, qu'elle est moins bien traitée que les autres questions liées au dérèglement climatique, pour amener sur la lutte contre la pêche illégale, sur la création d'aires marines protégées, sur la décarbonation du transport, sur le développement de la connaissance de l'océan ou sur le financement de la protection des océans, sur tous ces sujets, d'amener toutes les parties prenantes, que ce soit des États, soit des entreprises, que ce soit des ONG, à prendre des engagements pour protéger l'océan. Que ce sommet se déroule à Nice, c'était une évidence. Ça l'a été pour le président de la République, qui très tôt, lorsqu'il a décidé que la France accueillerait ce sommet, s'est tourné vers Christian Estrosi en lui proposant que Nice puisse accueillir cette manifestation d'envergure mondiale. Et je dois dire qu'en visitant le site tout à l'heure, ce site qui accueillera dans quelques jours les délégations venues du monde entier, au port de Nice, je me suis dit que sans doute aucune conférence des Nations Unies n'avait été organisée dans un cadre aussi somptueux. Et justement, Monsieur le Ministre, comment la France compte-t-elle renforcer la protection de la Méditerranée face aux enjeux climatiques et à la pollution, et quelles actions concrètes seront prises à l'issue du sommet des Nations Unies pour les océans ? Alors, il y a d'abord une initiative qui est déjà en cours et sur laquelle nous travaillons, qui est l'initiative de Barcelone. Ma collègue Agnès Pannier-Runacher est en première ligne pour qu'on obtienne, grâce à cet accord, une limitation de la pollution plastique en Méditerranée. Mais à l'occasion de l'UNOC, se réuniront les ministres de l'environnement d'un certain nombre de pays de la Méditerranée pour qu'ils mettent en commun leur vision des choses, qu'ils puissent partager les actions qu'ils entendent mener pour préserver la Méditerranée, qui est l'une des composantes, celle qui nous concerne au premier chef, de l'océan au sens large. Michel. Oui, vous allez parler tout à l'heure de la lutte contre la pêche légale. Une question, est-ce que la France est vraiment exemplaire en ce qui concerne le chalutage dans les aires marines protégées ? Voilà. La France montre l'exemple, et si tous les pays du monde se comportaient comme la France, sans doute l'océan ne serait-il pas dans la situation aussi critique que celle dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Je cite quelques exemples. L'année dernière, le 15 août,
on a mesuré la température moyenne de la mer Méditerranée à 29 degrés à la surface. C'est un record historique et ça soulève énormément de questions très préoccupantes sur la survie des écosystèmes. Et puis bien sûr, vient s'ajouter à cela la montée du niveau de la mer qui, elle, va poser des problèmes non pas seulement pour les écosystèmes marins, mais évidemment pour le littoral. Ce que nous entendons faire, même si je ne vais pas préempter ici les annonces qui seront faites à l'occasion de cette conférence, c'est de montrer que nous voulons aller plus loin encore sur la création d'aires marines protégées, d'une part, et puis d'autre part que nous voulons aller plus loin sur ce qu'on appelle les aires marines hautement protégées, celles dans lesquelles effectivement un certain nombre de scientifiques, d'ONG nous alertent sur le fait que le degré de protection est insuffisant. Et puis, tout ça, là, ce que je viens d'évoquer, ça concerne les eaux, la partie de l'océan et des mers qui sont sous notre juridiction. Mais il reste il reste les 2/3 de l'océan qui ne sont pas couverts par les juridictions nationales. Et à ce sujet, nous espérons obtenir les ratifications nécessaires, les 60 ratifications nécessaires, ou les ratifications par 60 pays, d'un traité que nous avons porté sur la protection de la biodiversité en haute mer, donc au-delà des juridictions nationales. Ce traité, BBNJ, de son acronyme, lorsqu'il entrera en vigueur, eh bien, il permettra d'engager la protection de cet espace qui couvre 50% de la planète et 2/3 de l'océan. Donc vous voyez à la fois sur ce qui relève des juridictions nationales et ce qui n'en relève pas, sur ce qui relève de la protection et ce qui relève d'une protection renforcée, nous serons en mesure, je l'espère, et nous allons jusqu'à la dernière minute nous battre pour obtenir le maximum, non seulement de faire des annonces du point de vue français, mais aussi d'obtenir des engagements de la part d'un certain nombre de pays autour du monde. Alors, on va quitter Nice et s'intéresser à un sujet d'une actualité brûlante. Jean-Louis. Comment la France peut intervenir dans le règlement du conflit actuel israélo-palestinien ? D'abord, l'urgence, c'est le cessez-le-feu, c'est l'acheminement sans aucune entrave de l'aide humanitaire aux populations civiles qui en ont tant besoin, qui sont affamées, qui sont assoiffées depuis le début du blocage de l'aide humanitaire. Et puis c'est la libération des otages du Hamas qui doit être désormais désarmée et dont les dirigeants doivent quitter la bande de Gaza. Ensuite, la seule solution au conflit israélo-palestinien, c'est une solution politique. Il n'y a pas de solution militaire à ce conflit, sinon cela se saurait. Et c'est pourquoi la France veut œuvrer à créer les conditions pour cette solution politique qui repose sur 2 États vivant côte à côte en paix et en sécurité. Et c'est dans cet esprit que nous préparons la conférence des Nations Unies, une autre conférence des Nations Unies que la France co-préside avec l'Arabie Saoudite, consacrée à la solution à 2 États et qui doit nous permettre de lever les obstacles vers l'existence de cet État de Palestine, tout en créant également les conditions pour que la sécurité des Israéliens soit garantie. Odile Menzi. Oui, l'Union européenne peine à parler d'une seule voix sur la crise de Gaza et sur la reconnaissance de l'État palestinien. La France va-t-elle pousser pour une position commune plus ferme, y compris sur la suspension de certains accords de l'Union européenne avec Israël, dont le décret numéro 2 par exemple ? D'abord, il y a une très forte unité des Européens pour reconnaître qu'il n'y a nulle autre solution qu'une solution politique reposant sur 2 États. Et ça, c'est important, puisque c'est une perspective qui aujourd'hui est remise en question. Pas en Europe, mais ailleurs. Donc il est très important que l'Europe continue de porter cette voix. Ensuite, il arrive que nous ayons effectivement des divergences d'appréciation sur la manière d'y parvenir. Certains pays européens ont décidé, il y a déjà quelques mois ou années, de reconnaître l'État de Palestine. Ce n'est pas le cas de la France. Certains pays aujourd'hui ont des réserves lorsque nous leur proposons, y compris lorsque la France le propose, de prendre des sanctions à l'encontre des colons extrémistes et violents, par exemple, qui minent par leur colonisation la Cisjordanie et fragilisent donc la perspective d'un État dont la continuité territoriale serait assurée. Ce que nous voulons faire, c'est de préparer les conditions pour que la France, avec d'autres pays européens, prenne une 3e voie qui est celle
de la reconnaissance de l'État de Palestine, mais dans le cadre d'un mouvement plus large qui conduise les parties prenantes dans la région et ailleurs à prendre eux aussi leurs responsabilités. Que cette décision que nous pourrions prendre, elle permette d'obtenir ou de pousser certains de nos partenaires d'abord à prendre la même décision, certains pays arabes ou musulmans à s'engager dans une voie de normalisation avec Israël, qu'elle puisse encourager et même obtenir de l'autorité palestinienne des réformes en profondeur qui lui permettent, le moment venu, de jouer son rôle pour administrer ce futur État de Palestine, qu'elle prenne aussi des engagements sur la démilitarisation, la déradicalisation de cet État, et qu'elle permette enfin de tracer une voie vers le désarmement définitif du Hamas, qui porte une lourde responsabilité dans la situation catastrophique dans laquelle se trouve Gaza aujourd'hui. Jean-Noël Barrot, vous avez très vivement réagi hier au tir effectué par l'armée israélienne sur une délégation diplomatique internationale près du camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie. Vous avez convoqué l'ambassadeur d'Israël. Qu'allez-vous lui dire ? Nous allons d'abord lui demander des explications sur ces faits d'une extrême gravité. Les diplomates qui étaient en visite sur le site du camp ou aux alentours du camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie ne représentaient aucune espèce de menace et ne pouvaient en aucun cas être pris pour cible. J'ai appelé hier notre diplomate qui participait à cette visite pour lui témoigner de mon soutien après ce moment extrêmement éprouvant qu'il a dû traverser. Donc nous allons protester et demander des explications à l'ambassadeur d'Israël en France. Aux États-Unis, l'émotion est forte après la mort de 2 membres de l'ambassade israélienne près du musée juif de Washington. Donald Trump a dénoncé, je cite, une fusillade antisémite. Comment réagissez-vous et est-ce que vous craignez la multiplication de tels actes ? J'ai réagi d'abord en envoyant un message à mon homologue Gideon Sa'ar, ministre des Affaires étrangères israélien, pour lui exprimer mes condoléances, pour lui dire que mes pensées allaient aux familles de ces 2 diplomates, mais aussi à tous leurs collègues qui ont dû être profondément choqués par ces actes ignobles, qui relèvent effectivement de l'antisémitisme et qui sont purement et simplement révoltants. S'agissant de l'antisémitisme et des actes antisémites, nous sommes évidemment préoccupés par leur explosion dans notre pays depuis plusieurs années. Et le gouvernement est mobilisé sous l'autorité du Premier ministre pour ne laisser aucune place à ces violences et aucune place à l'antisémitisme dans la République. Des instructions ont été passées au préfet d'y veiller tout particulièrement et vous pouvez compter sur la mobilisation de tout l'appareil de l'État pour assurer à nos compatriotes de confession juive la sécurité à laquelle ils ont droit. Un mot sur l'Ukraine, Frédéric. Oui, monsieur le ministre, au vu de l'enlisement du conflit et de l'agression russe auprès du peuple ukrainien, devrons-nous prochainement apporter un soutien militaire de type armée de terre ou de l'air concret à l'Ukraine ? D'abord, il nous faut obtenir un cessez-le-feu. Et il nous faut obtenir de la part de Vladimir Poutine, qui est aujourd'hui le seul obstacle à la paix, qu'il consente de bonne foi à engager un dialogue, une négociation conduisant à une paix durable en Ukraine. Pour cela, puisqu'il n'y consent pas spontanément, il va falloir continuer à accroître la pression sur Vladimir Poutine. Et c'est pourquoi je plaide pour que nous puissions concevoir des mesures, des sanctions suffisamment dissuasives pour que Vladimir Poutine considère que de poursuivre sa guerre est beaucoup plus coûteux pour lui que d'y mettre fin. Ensuite, une fois que les négociations auront été ouvertes et qu'un accord de paix aura été trouvé, l'Ukraine aura besoin, pour que cette paix soit durable, que l'agression, toute nouvelle agression soit dissuadée, d'une forme de garantie sur sa sécurité auquel les Européens seront naturellement, comme voisins et alliés, appelés à contribuer. La première dimension de cette garantie pour la sécurité de l'Ukraine à l'avenir, c'est de renforcer l'armée ukrainienne,
qui aura vocation à être suffisamment forte pour dissuader la menace. Ensuite, et je dirais en deuxième ligne, sans doute faudra-t-il que des capacités militaires qui pourront être invitées par l'Ukraine viennent consolider cette garantie de sécurité de manière à ce qu'elle soit la plus crédible possible et que plus jamais la guerre ne reprenne en Ukraine. Alors justement, au vu des négociations qui se passent entre M. Trump et M. Poutine dans le conflit de l'Ukraine, où est la place de l'Europe, vraiment ? Vous savez, il y a quelques semaines, c'est à Paris que pour la première fois, les Ukrainiens, les Européens et les Américains se sont assis autour d'une même table. Ça a été une rencontre extrêmement utile parce qu'elle a permis aux Ukrainiens et aux Européens de faire entendre à nos partenaires américains ce que sont nos exigences, ce que nous pouvons accepter, ce que nous ne pouvons pas accepter. Ensuite, l'Europe, eh bien, elle continue de jouer son rôle de soutien à l'effort de guerre ukrainien, à la résistance ukrainienne d'une part, à la pression exercée sur la Russie d'autre part. Nous avons adopté cette semaine formellement le 17e train de sanctions à l'encontre de la Russie qui ciblait des navires pétroliers utilisés par la Russie pour contourner les embargos sur le pétrole, qui ciblait des institutions financières, qui ciblait également des personnes ou des entités responsables des campagnes de désinformation, de déstabilisation ou des campagnes cyber qui ont pris pour cible l'Ukraine ou les pays européens. Donc c'est à la fois dans le soutien à l'Ukraine, dans la pression sur la Russie, et dans, je dirais, les messages passés aux États-Unis que l'Europe trouve sa place, mais disons-le, ce qui se joue en Ukraine, c'est notre avenir et c'est la sécurité de l'Europe, et c'est la raison pour laquelle nous nous impliquons à ce niveau-là. Alors, je vous propose de changer de continent, Pierre Grand. Monsieur le ministre, on se souvient de plusieurs années de relations plutôt glaciales entre la France et le Maroc, entre le président Macron et puis Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et puis, effectivement, il y a eu cette très très belle visite d'État au mois d'octobre 2024, tout le faste, une grande délégation française reçue par Sa Majesté le roi et la famille royale. On parle aujourd'hui de réconciliation diplomatique. Qu'en est-il, puisqu'on a l'impression que tous les clignotants sont plutôt ouverts entre nos deux pays. Et puis, à notre tour, quand va-t-on accueillir Sa Majesté le roi Mohamed VI ? Vous avez raison de souligner que nous avons commencé à écrire un nouveau chapitre de la relation entre la France et le Maroc, qui est une relation très dense, qui s'appuie sur les liens humains très riches qui unissent nos deux peuples. Ce partenariat d'exception renforcé, je crois que c'est le terme qui a été retenu, il couvre l'ensemble des dimensions de la relation entre nos deux pays, les sujets économiques, les sujets scientifiques et culturels, les sujets des mobilités, les sujets migratoires également, et sur tous ces sujets, nous sommes résolus à pousser notre coopération qui est au bénéfice de chacun de nos deux pays à son maximum. Et dans ce cadre, Sa Majesté le roi du Maroc devrait nous rendre visite cette année. Je ne crois pas que la date soit encore tout à fait fixée. Par la suite, vous pouvez vous attendre à avoir des visites de part et d'autre de la Méditerranée à une fréquence régulière pour consolider, cimenter cette relation refondée. Sur un autre pays africain, Pierre. Monsieur le ministre, après cette belle hospitalité marocaine et en attendant l'hospitalité française à venir pour le roi, on va se diriger vers l'hospitalité kenyane. Et les deux présidents, le président Macron et le président Ruto, s'entendent plutôt bien. Ils se voient régulièrement. Et à New York, ils ont décidé de fixer la date et un cap sur ce sommet
Afrique-France, qui aura lieu à Nairobi en avril 2026. L'environnement, la protection de la planète, la dimension financière en Afrique. En sait-on plus sur les objectifs et la grande stratégie de nos deux présidents, Ruto et Macron? D'abord, on a commencé à préparer ce sommet important, sommet Afrique-France, vous l'avez dit, à Nairobi au printemps 2026. Nous avons beaucoup à construire avec les pays africains, ou plus précisément, nous avons à poursuivre un effort qui a été engagé depuis 2017 et le discours du président de la République à Ouagadougou, qui consiste à transformer notre relation avec les pays africains. On parlait du Maroc à l'instant. On a profondément refondé, je le disais, notre relation avec le Maroc en partant de nos intérêts communs, en regardant notre avenir et la manière dont on peut se renforcer l'un et l'autre. Eh bien, c'est de cette manière-là, désormais, que la France aborde sa relation avec tous ses partenaires africains, en respectant leur souveraineté, en respectant leurs intérêts et en construisant des coopérations mutuellement bénéfiques qui touchent à l'économie, qui touchent à l'environnement, à la culture, à l'éducation. Et puis, il y a une relation particulière que nous voulons consolider, renforcer, entre la France et le continent africain lui-même, puisque nous partageons une vision très claire de la manière dont nous voulons que le monde s'organise à l'avenir. Nous refusons, en Afrique comme en France, le réveil des empires, la logique de bloc et les guerres ou les nouvelles guerres de colonisation. Nous croyons au multilatéralisme pour résoudre les grandes questions du XXIe siècle, celle de l'environnement, celle des pandémies, celle de l'accès de tous à l'éducation ou à la nutrition. Sur toutes ces questions, nous croyons au multilatéralisme et nous voulons donc le soutenir dans un moment où il est pourtant menacé. Sur la question algérienne, Jean-Louis. Monsieur le ministre, quelle solution pour relancer le discours et les relations avec l'Algérie, surtout vis-à-vis des délinquants qui sont pas pris en charge par le pays? C'est une question qu'il faut adresser aux autorités algériennes, qui ont pris la décision brutale, injustifiée, injustifiable, d'expulser 12 agents français en poste en Algérie. Décision à laquelle nous avons répondu avec fermeté, avec stricte réciprocité et immédiatement. Mais décision qui ne les a pas empêchés d'en prendre une deuxième, qui a consisté à dénoncer l'accord que nous avions trouvé en 2013 qui régit la délivrance et l'utilisation des passeports diplomatiques entre nos deux pays, quand il y a quelques jours, ils ont renvoyé d'Algérie des agents titulaires de passeports diplomatiques qui étaient présents en Algérie pour une mission de courte durée. Et donc par ces décisions brutales, les autorités algériennes ont rompu le dialogue. Et c'est déplorable, parce que ce n'est ni dans l'intérêt du peuple algérien, ni dans l'intérêt du peuple français. Vous l'avez dit en creux dans votre question. Nous avons besoin de coopérer sur le plan de la sécurité, sur le plan migratoire également, pour pouvoir reconduire à la frontière les étrangers en situation irrégulière, et notamment ceux qui présentent des risques de troubles à l'ordre public. Mais pour ça, il faut dialoguer, mais pour dialoguer, il faut être deux. Et jusqu'à présent, ou en tout cas ces derniers temps, les autorités algériennes ont fait un choix inverse de celui du dialogue. Donc il leur appartient de nous dire si oui ou non elles souhaitent dialoguer, coopérer au bénéfice de l'Algérie comme de la France. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est toujours détenu en Algérie. Est-ce qu'une issue favorable est envisageable? Bien sûr, nous ne perdons pas espoir. Nous avons plaidé, j'ai plaidé personnellement lorsque je me suis rendu à Alger au début du mois d'avril et que j'ai rencontré le président Tebboune, j'ai plaidé pour un geste d'humanité, étant donné l'état de santé et l'âge de notre compatriote que nous n'abandonnerons pas. Frédéric. Oui, monsieur le ministre, alors après une dépendance économique et stratégique aux choix états-uniens, serions-nous dépendants prochainement des choix de la Chine? Très bonne question qui doit nous interroger. Parce que nous avons face à nous le risque
préoccupant d'un décrochage industriel et technologique alors que les États-Unis et la Chine sont lancés dans une course à la domination économique. Si nous ne faisons rien, alors oui, nous deviendrons progressivement une colonie industrielle des États-Unis ou une colonie industrielle de la Chine. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, progressivement, tout ce qui nous entoure, eh bien, nous aurons à le solliciter, que ce soit des téléphones portables, des micros, des caméras, tout ce qui nous entoure dans ce studio, nous serons dépendants pour pouvoir en disposer d'industries sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Et à mesure que nous importerons dans nos vies quotidiennes tous ces objets conçus, produits ailleurs, nous importerons avec eux un certain nombre de normes, un certain nombre de références culturelles qui ne sont pas les nôtres. Donc si nous ne voulons pas perdre notre identité en perdant notre industrie, eh bien nous avons besoin d'un sursaut. Ce sursaut, ça suppose de simplifier la vie de celles et ceux qui créent des emplois, de celles et ceux qui créent des entreprises ou qui innovent dans notre pays. Cela suppose d'investir dans les secteurs d'avenir plutôt que de laisser les autres investir à notre place. Cela suppose aussi de faire preuve de réalisme et de pragmatisme en sachant protéger certaines de nos filières lorsqu'elles font l'objet d'une concurrence déloyale en provenance d'autres régions du monde qui ne se gênent pas pour sursubventionner leur propre industrie et freiner l'accès à leur marché de nos entreprises. Jean-Louis. Alors moi, je vais vous parler de l'Italie, de relations avec l'Italie, puisque je suis dans une vallée transfrontalière, une commune qui est à la frontière italienne. Je voulais savoir la relation avec l'Italie sur les relations transfrontalières, c'est-à-dire le tunnel de Tende, la ligne de chemin de fer Turin, Breil, Nice et Ventimille, et comment se comporter par rapport à l'immigration, bien qu'elle ait ralenti ces derniers temps. Oui. Merci pour cette question importante qui était à l'ordre du jour de ma précédente visite à Nice, il y a quelques semaines de cela, où j'ai retrouvé mon collègue Antonio Tajani, le ministre des Affaires étrangères de l'Italie, pour un comité de coopération transfrontalière. Pourquoi est-ce que c'est important, la coopération transfrontalière ? Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer à vous, mais peut-être y a-t-il des lecteurs de Nice Matin qui, eux, ne vivent pas à la frontière, mais quand on vit à la frontière, eh bien, on est confronté à tout un tas de difficultés qui supposent que les gouvernements puissent s'entendre pour qu'elles soient levées. C'est vrai en matière de mobilité, c'est vrai en matière de gestion des ressources naturelles, je pense à la gestion des eaux de la vallée de la Roya, c'est vrai en matière d'accès à l'éducation ou à la santé. Voilà tous les sujets dont nous avons parlé il y a quelques semaines à Nice avec mon homologue pour qu'on puisse, dans chacun de ces domaines, simplifier la vie de nos compatriotes transfrontaliers. Vous évoquez deux de ces points, celui des mobilités et celui, en tout cas les questions migratoires, les questions de transport. Sur les questions migratoires, notre coopération est excellente, elle se passe bien. Et vous vous souvenez peut-être que le ministre de l'Intérieur est venu rencontrer à la frontière son homologue italien il y a quelques mois, en présence du Premier ministre d'alors, Michel Barnier, qui ont pu constater à quel point les mécanismes de coopération entre nos polices aux frontières qui ont été mis en place ont produit des effets bénéfiques. Sur la partie transport, je ne veux pas préempter des annonces qui doivent être faites par les ministres des Transports, mais je crois que nous sommes en bonne voie pour pouvoir espérer prochainement la réouverture du tunnel de Tende. Et puis, Philippe Tabarot avait évoqué l'échéance du mois de juin. Oui, je crois qu'on peut raisonnablement espérer que l'échéance soit tenue. Je crois qu'on peut espérer aussi que la partie italienne tienne ses propres engagements s'agissant du second tube du tunnel du Fréjus. Et puis pour la ligne de chemin de fer, on l'a bien mise à l'ordre du jour des comités techniques qui vont faire suite à ce comité de coopération transfrontalière. Donc le sujet est porté au plus haut niveau. Merci Michel. Oui, vous avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Ministre, la tenue de cette conférence dite à deux États, au mois de juin. Je crois que les dates ont été fixées, du 16 au 20, à New York.
vous savez aussi combien l'Iran est importante dans ce fameux deal, ce fameux échange, peut-on dire, pour parvenir à cette solution à 2 États. Est-ce qu'on peut, peut-être avec votre homologue iranien, envisager une reconnaissance d'Israël par l'Iran, en échange de reconnaissance de l'État palestinien par Israël? Et puis peut-être une autre question qui va dans le même sens. Israël a besoin absolument de sécurité. Voilà, aussi bien voilà, vous le savez. Et il faut absolument que l'Iran arrête d'enrichir l'uranium 235. Et donc pour ça, est-ce qu'on peut aussi envisager un deal qu'elle arrête, que l'Iran arrête? En contrepartie, elle aurait accès aux centrales nucléaires civiles, et puis aussi une reconnaissance internationale, et puis aussi, pourquoi pas, des aides au développement. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. D'abord, oui, Israël a droit à la sécurité. Et je dirais même que la France est indéfectiblement attachée à la sécurité d'Israël. Nous l'avons montré lorsque nous avons mobilisé nos moyens militaires pour concourir à la défense d'Israël lorsqu'Israël était pris pour cible par des attaques balistiques en provenance de l'Iran. Et nous le démontrons par ailleurs en étant extrêmement ferme vis-à-vis de l'Iran sur son programme nucléaire, qui menace la sécurité d'Israël, qui menace aussi la sécurité européenne et la sécurité du territoire national. C'est pourquoi, dans le cadre de cette conférence sur la solution à 2 États, je vous le disais tout à l'heure, nous voulons que cette décision que la France pourrait prendre de reconnaître l'État de Palestine soit le moyen d'obtenir pour Israël les garanties durables d'une sécurité et d'une stabilité. S'agissant du programme nucléaire iranien, dont j'ai dit qu'il menaçait la sécurité d'Israël, qui menaçait également la sécurité européenne et celle du territoire national. Nous avons, il y a 10 ans, trouvé un accord avec l'Iran dans l'esprit de ce que vous dites, c'est-à-dire l'Iran s'engage à contenir ses capacités d'enrichissement de l'uranium nécessaire notamment au nucléaire civil, en contrepartie de quoi nous avions décidé il y a 10 ans de lever les sanctions qui étaient alors appliquées sur l'économie iranienne. Cet accord arrive à expiration dans quelques semaines. Et nous avons une responsabilité avec l'Allemagne et le Royaume-Uni qui, avec nous, avons trouvé cet accord il y a 10 ans. C'est soit de réappliquer les sanctions si, comme nous le pensons, l'Iran a violé ses obligations au terme de l'accord que nous avions trouvé il y a 10 ans, soit de trouver un nouvel accord qui soit protecteur pour Israël comme pour les Européens et le territoire national. Nous avons accueilli favorabement l'ouverture d'une discussion entre l'Iran et les États-Unis. Et nous sommes en lien étroit avec les États-Unis au moment où ils engagent cette discussion pour leur dire ce que sont nos attentes sur un sujet qu'on connaît bien, parce qu'on l'a négocié il y a 10 ans et qu'on avait déjà commencé, à mesure qu'on se rapprochait de l'expiration de cet accord, à réfléchir à nos demandes vis-à-vis de la partie iranienne. Donc je souhaite vivement que l'accord, ou en tout cas que les discussions engagées par les États-Unis aboutissent sur un accord protecteur, et on fera ce qu'on pourra pour le faciliter. Mais quoi qu'il en soit, dans quelques semaines, lorsque nous nous toucherons à la fin de l'accord sur le nucléaire iranien il y a 10 ans, nous réappliquerons toutes les sanctions qui avaient été levées si notre sécurité, la sécurité des Françaises et des Français n'est pas garantie. Odile. Alors on repart dans l'Europe. Alors que l'axe franco-allemand traverse une période d'incertitude et que l'on ne sait pas aujourd'hui si Paris et Berlin sont toujours pleinement alignés sur les grands dossiers,
Et ça, c'est vrai qu'on l'ignore, malgré la récente nomination du nouveau chancelier. Selon vous, quels seront les leviers concrets dont disposera la France pour défendre ses intérêts et faire entendre sa voix au sein de l'UE, dans un contexte où le poids des États membres évolue en permanence, quoi? Le moteur franco-allemand, on l'a redémarré au quart de tour. Parce que le 7 mai, lorsque le chancelier Merz a été élu, eh bien, il a consacré son premier déplacement international à la France. J'ai moi-même accueilli mon homologue ministre des Affaires étrangères allemand, et nous sommes convenus de relancer dans tous les domaines la coopération entre la France et l'Allemagne. Et vous avez sans doute perçu, dans les prises de position du nouveau chancelier, que l'Allemagne a pris un virage qui la rapproche de certaines des positions françaises. Que ce soit sur la défense, que ce soit sur l'autonomie stratégique, en matière industrielle notamment, ou que ce soit même sur les questions énergétiques, où nous avons parfois eu des divergences marquées, eh bien on voit se réouvrir des champs de coopération entre la France et l'Allemagne, et c'est ce que nous voulons approfondir, parce que l'Europe n'est jamais aussi forte que lorsque le moteur franco-allemand vrombit. Et je crois que c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, c'est dans cet esprit que, depuis quelques semaines, avec Johann Wadephul, le ministre des Affaires étrangères allemand, nous nous coordonnons sur l'ensemble des sujets. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette séquence. Une dernière question, Frédéric, si vous voulez peut-être englober les deux questions que vous aviez prévues. Elles sont congruentes. Donc déjà, dans un premier temps, de quel levier, Monsieur le Ministre, disposons-nous encore pour défendre les droits de l'homme et du citoyen à l'international ? Et dans le contexte belliciste qu'on connaît, quelle est l'image de la France à l'étranger ? Merci pour cette question. Ce sont des principes que nous avons inscrits il y a 80 ans dans la Charte des Nations Unies. Ces Nations Unies qui ont été bâties sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale et qui ont une triple mission, la paix, les droits de l'homme et le développement durable. Aujourd'hui, les Nations Unies, ce que j'appelais tout à l'heure le multilatéralisme, c'est-à-dire la coopération entre les nations, est effectivement remise en question par des puissances qui se vivent aujourd'hui comme des empires et qui veulent remettre en question certains des principes fondateurs de cet ordre international fondé sur le droit et la justice. Tel qu'un principe simple, je ne touche pas à tes frontières, tu ne touches pas aux miennes. Voilà un principe inscrit dans la Charte des Nations Unies, qui depuis 80 ans ne nous a pas épargné de toute guerre, mais qui a évité de si nombreux conflits à l'échelle planétaire. La France reste fondamentalement attachée à ces principes et aux missions des Nations Unies. La paix, les droits de l'homme, le développement durable. Comme membre permanent du Conseil de sécurité, nation fondatrice de l'ONU, la France a cette responsabilité, mais elle est aussi entendue et attendue. Et partout où je me déplace, je vois des pays, en Asie du Sud-Est, où le président de la République se rendra la semaine prochaine, ou encore en Amérique latine, de très nombreux pays, de très nombreux peuples dans le monde qui, eux non plus, n'ont pas envie de se laisser entraîner dans des conflits, dans des tensions qu'ils n'ont pas choisies, et qui croient comme nous dans les vertus de la coopération ou dans le choix de la coopération plutôt que celui de la confrontation, et qui regardent la manière dont la France va porter cette voie, et qui regarde la manière dont l'Europe va se mobiliser pour la défendre. Je crois que notre responsabilité dans ce moment, c'est de ne pas nous laisser intimider par ceux qui voudraient nous faire croire que le 21e siècle tourne la page de tout ce que nous avons bâti, et nos pères et nos mères avant nous, mais que nous pouvons au contraire ouvrir une nouvelle page de la coopération, du dialogue entre les nations, parce que nous avons beaucoup de nouveaux défis devant nous, mais que c'est toujours par le dialogue plutôt que par la force qu'on trouve des solutions durables aux problèmes de notre époque. Merci beaucoup Jean-Noël Barrot. Je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir rapidement à Nice à l'occasion de l'UNOC. Merci à nos 5 lecteurs et merci pour vos questions extrêmement pertinentes. Merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à tous.